Le ministre français de la Défense effectue depuis hier une visite de travail dans notre pays. Il a été reçu ce matin par le président de la République, Issoufou Mahamadou. La situation sécuritaire au Sahel était au centre des échanges. Au palais de la présidence toujours, les présidents des institutions de la République et les membres du gouvernement ont présenté leurs vœux de nouvel an au chef de l'État. Nouveau rebondissement de l'affaire dite des bébés importés du Nigeria. En effet, elle a été jugée ce matin au tribunal correctionnel de Niamey, mais aucune décision du président du tribunal condamnant ou incarcérant les présumés trafiquants n'est tombée. Messieurs, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision Dunia. Je le disais tantôt dans les titres, le ministre de la Défense français effectue depuis hier une visite de travail au Niger. Jean-Yves Le Drian, qui poursuit sa tournée dans le Sahel, a été reçu ce matin par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Au centre de leurs échanges, la situation sécuritaire dans le Sahel. On fait le point dans ce compte-rendu signé Moudi Moussa. Nouvelle visite du ministre de la Défense nationale français au Niger. Jean-Yves Le Drian, qui a déjà visité la veille la base militaire française campée à l'extrême nord du pays, à Madama, a eu ce matin un tête-à-tête avec le chef suprême des armées, avant une rencontre élargie des deux délégations. Face aux objectifs des caméras, le ministre Jean-Yves Le Drian a dévoilé le bien fondé de sa visite, commandée par le développement inquiétant de la situation sécuritaire au Sahel. Chaque fois que je me déplace au Niger, j'ai tenu à passer un moment avec le président Issoufou, d'abord pour lui présenter mes vœux, les vœux du président Hollande et les vœux de la France au Niger, et ensuite pour faire le point des opérations sécuritaires auxquelles nous sommes en commun confrontés. Cette visite intervient en plus le lendemain de mon déplacement à Madama, où d'un commun accord nous avons créé un pôle sécuritaire permettant à la fois aux forces Barkhane, mais aussi aux forces du Niger d'intervenir dans des opérations de contre-terrorisme. Et je me suis entretenu de ce sujet aussi avec mon collègue, le ministre de la Défense du Niger. Nous avons pu par ailleurs constater ensemble les progrès accomplis. Et depuis la mise en place de l'opération Barkhane, nous avons remporté des succès réels, singulièrement depuis le mois d'août, puisque des groupes terroristes ont été neutralisés, des prises d'armes ont été faites, des caches ont été découvertes et la collaboration marche bien. Le déploiement à Madama va être essentiel, parce que placé où il est, ce lieu de garnison, à la fois une garnison nigérienne et une garnison française, permettra d'interpeller, d'intervenir de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc nous sommes sur la bonne voie. Jean-Yves Le Drian est à Niamey en compagnie d'une impressionnante délégation composée d'éminents experts en sécurité ainsi que des opposants français. Une opposition qui partage aussi largement cette vision commune des autorités françaises et nigériennes de mener une lutte sans merci contre la montée de groupes extrémistes. Nous étions, en ce qui concernait les affaires étrangères, la défense, les forces armées, derrière le gouvernement, et qu'en ce qui concernait le Sahel et particulièrement le Niger, nous affirmions les mêmes choix et le même soutien que celui que Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, venait de formuler. Nous sommes à vos côtés et nous apprécions ce travail en commun que nous conduisons contre le terrorisme, pour la paix et la sécurité en Afrique. Le ministre de la Défense français, qui poursuit ainsi sa visite des capitales sahéliennes, entend à travers ses actions insuffler une dynamique nouvelle à la coopération sécuritaire entre Paris et cette zone du Sahel, de plus en plus exposée à des menaces terroristes et sécuritaires de tout genre. Les présidents des institutions de la République et les membres du gouvernement étaient ce matin au palais de la présidence où ils ont présenté leurs vœux de nouvel an au président de la République, Issoufou Mahamadou. Voyons les temps forts de cette cérémonie dans ce compte-rendu signé Moudi Moussa et Bourema Issoufou. C'est dans une ambiance empreinte de convivialité que le chef de l'État a reçu ce matin à son palais les présidents des différentes institutions de la République
et les membres du gouvernement pour la désormais traditionnelle présentation de vœux du nouvel an. Des moments de grandes retrouvailles à l'issue desquelles le président de la République reçoit officiellement les vœux de ses hôtes. Je demanderai à tous les Nigériens bonheur, santé et prospérité. Que la paix règne sur le Niger, que Dieu, le miséricordieux, nous donne vie, santé et courage pour que nous travaillions côte à côte avec le président pour un Niger rayonnant. Nous amorçons cette nouvelle année avec beaucoup d'espoir et je pense aussi et je souhaite que tous les Nigériens démarrent l'année 2015 avec beaucoup d'espoir, comme je disais tantôt, mais aussi avec beaucoup de cohésion, beaucoup de solidarité, beaucoup de complémentarité et surtout que nous puissions tous ensemble préserver la stabilité, la paix et la sécurité dans notre pays et puis faire face aux principaux défis qui menacent notre pays compte tenu de l'environnement sous-régional que vous connaissez. Et donc je ne peux que souhaiter pour l'ensemble des Nigériens et l'ensemble de notre pays une bonne année 2015 et qui puisse nous garantir encore davantage d'espérance et de prospérité pour nous-mêmes et même pour les pays voisins qui souffrent actuellement de quelques difficultés sécuritaires. Nous l'avons présenté, l'ensemble des institutions de la République viennent de le présenter. C'était pour lui souhaiter cette nouvelle année 2015, une année de charnière de son programme, la dernière année de son mandat. C'est pour lui souhaiter beaucoup de travail comme il l'a fait dans ce message. Et nous dire aux autres Nigériens de se mettre résolument dans la ligne du président et que cette nouvelle année qui commence soit une année de paix, de santé et de développement de notre pays. Les vœux cette année, c'est le vœu de santé, une santé de fer, de prospérité et d'avancement des chantiers dans tout le pays. C'est un vœu vraiment d'aisance, de sécurité surtout, de sécurité et d'assistance divine. Mes vœux sont les vœux d'abord de la santé, de la paix, de la sécurité, beaucoup de succès dans nos entreprises, surtout pour la bonne mise en œuvre du programme de la Renaissance, qui est notre pilier aujourd'hui pour l'émergence. Je profite également de ce micro pour souhaiter une bonne année académique aux élèves, mais aussi aux professeurs. Qu'elle soit une année de beaucoup de réussites et de succès de leurs études. Nous sommes effectivement venus partager ce moment de bonheur avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est l'occasion aussi pour nous de lui présenter nos vœux de santé, de prospérité et de bonheur. C'est vraiment un moment de grande joie que nous partageons ce matin avec son Excellence, Monsieur le Président de la République et le Président des institutions de la République. Débuté à la faveur de l'accession à la tête de l'État du Président Issoufou, l'initiative de la présentation de vœux de nouvel an au magistrat suprême est aussi bien perçue de part et d'autre. Moi, je pense qu'il faut mettre ça dans le compte de la solidarité. De la solidarité et de la fraternité et de la joie de vivre ensemble. C'est tout. Vous savez, on n'a pas ces gestions, on n'a pas toujours l'occasion de se retrouver ensemble. Vous voyez, les uns et les autres, on se revoit, on se reconnaît, on discute, on échange. Qui pour des points particuliers, qui pour ceci, cela. Donc moi, je pense que l'initiative même en elle-même, elle est bonne. Et mieux, on se retrouve, on échange. Aujourd'hui, vous me voyez, avec le député, on est en train d'échanger des questions de développement, qui se posent de chez lui. Je pense que c'est en même temps, au-delà de l'aspect meilleur vœu, c'est une question de rencontre entre les personnalités de la République pour échanger, puisqu'on n'a pas toujours, je dis bien, on n'a pas toujours le temps. Donc moi, je pense que c'est une bonne initiative. Ça nous permet d'avoir les 10, 15, 20 minutes pour échanger entre nous, de nous connaître aussi davantage. Et je trouve cette initiative très louable parce que ça permet de réunir les institutions, toutes les autres personnalités en même temps et ça évite le gaspillage de temps dont le président a décrié tantôt. Le gaspillage de temps, il faut essayer de le limiter, de le circonscrire. Donc je trouve que c'est une bonne chose. C'est vraiment une fête, vous voyez, c'est une ambiance vraiment de fête. Et tout le monde se retrouve avec les vœux et que le bon Dieu, le Tout-Puissant, lui qui a le dernier mot,
nous accorde la même chance que cette année de voir l'année 2016, Inch'Allah. Ainsi, tout au long de ce premier mois du nouvel an, le chef de l'État recevra les meilleurs vœux des différentes couches socio-professionnelles participant à l'animation de la vie de la nation. Les personnalités qu'on suppose être impliquées dans l'affaire dite des bébés importés ont été jugées ce matin au tribunal correctionnel de Niamey, mais aucune décision du président du tribunal condamnant ou incarcérant les présumés trafiquants de bébés n'est tombée. D'autres précisions avec Youssouf Omar et Ibrahim Ide. Affaire bébé importé. Le célèbre article du journal L'événement a été d'abord publié puis relayé par les groupes de presse nationaux et internationaux. Dans les colonnes de l'article, des personnalités et leurs épouses ont été citées. Selon L'événement de Moussa Aksar, elle serait impliquée dans un trafic de bébés au Nigeria voisin. Au regard de la gravité de l'affaire, le ministère de la Justice et le parquet accusent les personnalités et leurs femmes par ce terme juridique, supposition d'enfants. C'est alors qu'elles sont détenues dans les prisons de Kolo et Saï, puis mises en liberté provisoire récemment. Ce vendredi 2 janvier 2015, elles sont jugées. Le procès aura duré près de 2 heures d'horloge, suspendu par la suite près d'1 heure durant. La défense des accusés relate les plaidoiries sur lesquelles elle a mis l'accent pour que ses clients soient innocentés. L'audience a eu lieu. Nous avons soulevé des exceptions qui ont un caractère d'ordre public. Nous avons soulevé d'abord les exceptions d'incompétence du tribunal au regard d'un certain nombre de dispositions de la loi. Nous avons également soulevé l'incompétence liée de territorialité du lieu de la commission de l'infraction. Et c'est cela que nous avons plaidé pendant près de 2 heures de temps. Et aujourd'hui, même le ministère public ne nous contredit pas lorsque nous avons soulevé la question d'incompétence. Nous attendons la décision du tribunal. C'est pourquoi le tribunal a estimé, au vu des arguments que nous avons invoqués, au vu de la pertinence des débats et des arguments proprement juridiques apportés, et le tribunal a estimé de mettre en délibéré l'affaire jusqu'au 30 janvier. Rappelant l'origine de cette affaire, la défense appelle à la retenue durant le déroulement du procès. Cette affaire a été d'abord ébruitée par les médias et nos clients ont été jetés à la vindicte. Ils ont été qualifiés de toutes les langues d'oiseaux. L'audience d'aujourd'hui était l'occasion pour nous de dire à l'opinion la vérité de cette affaire parce que toute la communication qui a été subrepticement entretenue tant par le parquet que par le ministre de la Justice a l'effet de jeter nos clients en pâture et de les qualifier de trafiquants d'enfants, toute chose qui est fausse et qui ne répond pas à la vérité du dossier. Nous aurions voulu avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui publiquement pour que chacun sache que nos clients ne sont pas des bandits, qu'ils ne sont pas des trafiquants, qu'ils n'ont pas acheté des bébés. Ils n'ont jamais eu l'intention d'acheter des bébés. J'en appelle également aux journalistes, puisque d'une manière ou d'une autre, vous avez été complices de cette entreprise qui a consisté à rendre coupables des gens qui n'ont pas eu l'occasion de se défendre. Et j'en appelle à votre sens de professionnel et du devoir déontologique à l'avenir pour que le lynchage médiatique ne soit pas votre cheval de bataille. Les accusés seront-ils blanchis ou réincarcérés? Le tribunal correctionnel de Niamey déclarera son incompétence face à l'affaire. Rendez-vous le 30 janvier pour le savoir. Et puis, le procureur de la République a animé un point de presse relativement au procès de l'affaire des bébés importés dont le délibéré est renvoyé au 30 janvier prochain. Pour plus de précision, je vous propose de suivre les explications de Bakary Ibrahim. Il est le procureur de la République. Et ce procès en tant que tel, on peut estimer qu'il ne s'agit pas d'un report, mais en termes juridiques, on voit l'audience prévue pour commencer ce vendredi
2 janvier 2015 a effectivement commencé, mais d'entrée de jeu, les avocats des prévenus ont soulevé un certain nombre d'exceptions, entre autres celle portant sur l'article 327 du Code civil qui dispose que l'action criminelle contre le délit de suppression d'enfants ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'État. Et autrement dit, ils estiment que le tribunal correctionnel ne peut pas d'entrer en jeu, se prononcer sur ce délit, tant que le juge civil n'aura pas réglé cette question de filiation de ces enfants à celle qui se présente comme étant leur mère biologique. L'autre aspect est que les avocats ont également soulevé, ils pensent que toujours le tribunal de Niamey, où cette affaire en fait, ne peut pas être jugée au Niger dans la mesure où les faits ont été commis au Nigeria. C'est vrai, le point de départ de l'infraction, c'était le Nigeria, mais les effets de cette infraction ont continué à se produire ici au Niger. Quand ils sont arrivés avec ces enfants, ils les ont fait présenter aux yeux de leur entourage comme étant leurs enfants. Ils ont organisé des cérémonies de baptême et autre chose encore. C'est ici au Niger qu'ils ont déclaré à l'état civil ces enfants, alors même qu'ils ne sont jamais nés au Niger. Et pour ces raisons, je ne vois pas par comment on peut estimer que l'affaire ne peut être jugée au Niger. Par rapport à cette exception qui a été soulevée par les avocats, il convient de rappeler que déjà en cours d'instruction, cette même exception a été soulevée. Elle a été rejetée naturellement. Ils ont interjeté appel devant la cour d'appel qui a confirmé le rejet. Maintenant, s'ils reviennent encore à la charge, toujours par rapport à cette exception, bon, c'est des avocats, c'est leur droit de soulever n'importe quelle exception. Le tribunal, dans tous les cas, il va statuer de leur recevabilité ou de leur irrecevabilité. Maintenant, quand le juge a renvoyé ce dossier le 30, c'est pour lui avoir le temps d'examiner ces différentes exceptions pour pouvoir les évacuer avant d'engager le débat de fond. Vous venez là de suivre les explications du procureur de la République, Bakary Ibrahim, relativement donc au procès de l'affaire des bébés importés du Nigeria. Sur un tout autre plan, signature de convention de partenariat ce matin dans les locaux du ministère des Transports entre le dit ministère et la BIA. Objectif, faciliter aux transporteurs l'achat des véhicules neufs. Compte rendu, Mariama Soumana. C'est par ces gestes que le ministre des Transports vient de signer une convention de partenariat avec la Banque internationale pour l'Afrique, BIA Niger, en vue de faciliter l'achat des véhicules neufs pour les transporteurs. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renouvellement du parc de véhicules de transport public initié par le ministère des Transports. Ainsi, 5 000 véhicules neufs seront mis à la disposition des transporteurs à travers ce partenariat. Le projet de renouvellement du parc automobile de transport public, particulièrement ciblé dans le programme de renaissance du Niger, la déclaration de politique générale du Premier ministre, le plan de développement économique et social et la stratégie nationale de transport constituent également la principale mesure de politique communautaire de lutte contre les pratiques de cessage des véhicules poids lourds et pour la préservation du patrimoine routier du pays. L'objectif général est l'amélioration de la compétitivité des activités de transport routier, de marchandises et d'hydrocarbures, et de la qualité des prestations pour le transport des voyageurs. Le nombre de véhicules visés estimé est de 5 000 véhicules neufs, dont entre autres 1500 tracteurs routiers, 1500 semi-remorques, 520 minibus de 19 à 30 places, 180 bus autocars
d'une capacité supérieure ou égale à 30 places assises, 300 camions porteurs, 1000 véhicules à usage de taxi. Les véhicules d'occasion, je dois rappeler, sont exclus du dispositif. Le coût total hors taxe de ces véhicules est estimé à plus de 180 milliards de francs CFA. Le directeur général de la BIA a réaffirmé l'engagement de son institution à toujours accompagner l'État nigérien dans la mise en œuvre de ses projets. Aujourd'hui, vous nous donnez l'occasion, une fois de plus, de manifester à une plus grande échelle notre rôle d'accompagnateur de développement. En effet, le projet de renouvellement du parc automobile est un projet extrêmement important pour le Niger. Le Niger est un pays continental dont le port le plus proche est à plus de 1000 km. Donc, le transport routier est un élément capital pour notre pays. Certes, nous sommes en train de développer aussi le transport ferroviaire, mais ce transport ferroviaire sera toujours accompagné du transport routier. Ce partenariat permettra ainsi aux transporteurs dont l'accès au crédit bancaire est très limité de se doter de véhicules neufs grâce aux prêts contractés à la BIA. C'est pourquoi le ministre Saleh Seydou exhorte les autres institutions financières à emboîter les pas à la BIA. La Croix-Rouge nigérienne a organisé ce matin à Liftik une journée de diffusion au profit des étudiants du dit institut. Objectif, renforcer leur connaissance sur le rôle de la Croix-Rouge. Omar Hama pour d'autres précisions. Cette présente journée de diffusion organisée par la Croix-Rouge nigérienne au profit des étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la Croix-Rouge nigérienne et les dix instituts. Plusieurs exposés ont été présentés afin de permettre aux étudiants de comprendre les objectifs de la Croix-Rouge. L'objectif de cette journée de diffusion est de familiariser les étudiants sur la connaissance du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge, sur le droit international humanitaire, sur les emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et surtout sur la perception que les gens ont de ces emblèmes-là. Et comme vous le savez, que ce soit au Niger ou ailleurs, ces emblèmes-là sont des emblèmes d'humanité qui ont une importance et pendant les conflits armés et pendant les périodes de paix. Donc voilà pourquoi nous avons choisi l'IFTIC, qui n'est pas d'ailleurs un choix fortuit, puisque l'IFTIC forme les communicateurs. Aujourd'hui, les communicateurs sont les porte-voix qui véhiculent le message partout dans le monde. Le secrétaire général de l'IFTIC a saisi l'occasion pour expliquer l'importance de cette initiative. Les théories ne suffisent pas. Ce qu'on enseigne en classe, ça ne suffit pas. Il faut accompagner ça par des conférences, des séminaires pour venir maintenant outiller davantage le savoir des étudiants. Donc c'est dans cette optique-là que nous avons eu ce rapprochement avec la Croix-Rouge du Niger pour venir un peu nous parler de ce quoi ce mouvement-là. Ces différentes marques, à savoir l'emblème, parce que les gens ne connaissent pas. Nous sommes dans une situation maintenant où il y a une confusion entre, on parle de Croissant-Rouge, on parle de CICR, on parle donc, il faut que, en tant que communicateur, en tant que journaliste, si vous n'arrivez pas à cerner tout ça là, comment est-ce que vous pouvez maintenant bien travailler sur le terrain? Les participants à cette journée de diffusion ont remercié la Croix-Rouge nigérienne pour les actions menées au profit de leur établissement. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative de passer par les établissements pour ce genre de conférences. Surtout ce que j'aimerais que la Croix-Rouge fasse pour nous, étudiants, c'est à travers ces conférences initier une petite formation au premier secours pour d'éventuels accidents au courant de la route. Ces présentations nous ont permis de connaître une batterie, je pourrais même dire comme ça, une batterie de connaissances. Parce qu'avant, on connaît, c'est vrai, la Croix-Rouge avec les emblèmes, tout ça, mais au fond, il y a certains éléments que j'avoue par le passé, je ne connais pas. Maintenant, j'arrive quand même à connaître ce qu'est l'historique de la Croix-Rouge, du mouvement de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, et le débat qu'il y a eu avant et maintenant avec l'histoire des emblèmes, tout ça.
la mission, les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et surtout ce que fait vraiment cette organisation. Il faut noter que la Croix-Rouge a pour objectif d'apporter une assistance aux victimes des conflits armés et aux victimes des catastrophes naturelles. Ces genres d'initiatives de la Croix-Rouge nigérienne permettront de renforcer les liens de partenariat avec l'IFTIC. L'année 2014 qui s'est achevée aura été marquée par une évolution particulière du paysage politique nigérien. Quels sont donc les grands moments politiques ayant marqué l'année 2014? Élément de réponse dans ce commentaire signé Isidore Banaba. Les partis et les hommes politiques ont connu de fortunes diverses au cours de l'année 2014 qui a été marquée sur le plan politique par le maintien en état du gouvernement d'union nationale entamé depuis 2012 et une poursuite de la guérilla judiciaire au sein des partis politiques comme la Convention démocratique et sociale CDS-Rahma, le Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara et le parti Modem FA Lumana. En 2014, les partis politiques ont tous ou presque tenu leur congrès ordinaire. Si ces congrès ont permis à certains partis comme le PNDS Taria d'éprouver leurs ententes, les militants de la Convention démocratique et sociale CDS-Rahama en ont profité pour mettre sur le carreau Mahaman Ousmane au profit de Abdoulabo. Lumana Africa a quant à lui mis à profit son congrès pour exclure définitivement certains de ses militants. Quant au MNSD Nassara, le congrès tenu séparément par les deux ailes a plus que jamais ouvert une plaie béante. L'année 2014 aurait été un chemin de croix pour certains hommes politiques. C'est le cas de Abdoulabo, qui a fait un bref séjour à la prison de Saï, suite à l'affaire dite des bébés importés, affaire par laquelle Hama Amadou s'est exilé en France. Kassoum Mokhtar, déchu de la municipalité de Maradi, a lui aussi été conduit actuellement à la prison de Kolo pour enrichissement illicite. Si le ciel s'est assombri pour ces hommes, l'étoile d'autres ont par ailleurs brillé au cours de l'année 2014. C'est le cas d'Amadou Salifou, qui a été élu à la présidence de l'Assemblée nationale. Aussi, d'autres, n'étant pas en odeur de sainteté avec leurs leaders politiques, ont décidé de se frayer un chemin. C'est le cas de Kassoum Mokhtar, qui quitte le RSD Gaskia pour créer le CPR Nganki, et Salissou Mahaman Abi, ancien militant du Modem FA Lumana, qui préside désormais aux destinées de ADN Foussa. L'Assemblée nationale s'est aussi illustrée au cours de ces deux sessions ordinaires de 2014, des assises durant lesquelles certains députés, en plus de tenir des propos discourtois, ont montré à l'opinion nationale qu'ils peuvent être de sérieux prétendants au sabre national. Le gouvernement de Brigitte Raffini sera aussi mis à rude épreuve par les élus nationaux avec une motion de censure. 2014 aura également enregistré de nombreuses manifestations de l'opposition politique. 2014 aura donc été trop mouvementé sur la scène politique, mais que devons-nous retenir? On retiendra que le congrès de Lumana s'est tenu sans son président, que le bicéphalisme au sein des partis politiques tend à disparaître avec les exclusions, que la crédibilité de l'Assemblée nationale a été mise à mal et que Brigitte Raffini, réputée calme et pondérée, a perdu sa patience face à l'agissement des députés. L'année 2014 a été aussi marquée par des grands projets structurants au Niger. En effet, d'importants projets visant à résorber les contraintes liées au manque d'infrastructures ont été initiés. Le programme routier qui vise à rendre toutes les régions rapidement accessibles a été mis en œuvre. Voyons ce bilan avec Isidore Banaba. L'événement phare de l'année 2014 en matière d'infrastructures fut sans conteste le lancement des travaux de la boucle ferroviaire qui, une fois achevée, va relier Niamey à Cotonou et à Ouagadougou. Aussi, c'est en 2014 que l'État nigérien a lancé les travaux de construction du deuxième échangeur au niveau du rond-point des Martyrs, une infrastructure qui permettait de rendre fluide la circulation routière dans la ville de Niamey. 2014 a été l'année des routes au Niger. Ainsi,
les travaux de construction et de réhabilitation des routes ont été lancés. C'est le cas du tronçon Zender-Magaria, frontière Nigeria, la route Saïta-Poa, déjà réceptionnée, le tronçon Arlit-Asamanka, frontière Algérie, la route Difan-Dikimi, Filingue-Tawa, pour ne citer que celle-là. La construction des routes rurales, dont l'objectif est de désenclaver les villages et hameaux du Niger, a été également entreprise. L'année 2014 serait également inoubliable pour les commerçants de la capitale économique du Niger. C'est en effet au cours de cette année que le marché central de Maradi a été réceptionné. On ne saurait parler de 2014 au Niger et passer sous silence le lancement et la concrétisation du programme Dosso Soga. La cité des Koué s'est en 6 mois métamorphosée. Des routes bitumées, des bâtiments administratifs comme le gouvernorat, l'ancienne résidence du gouverneur de Dosso entièrement réhabilitée et transformée en cage de passage présidentiel. Des infrastructures sportives comme l'arène de lutte traditionnelle, l'hippodrome, le stade régional ont aussi reçu un coup de balai. Dosso Soga, c'est aussi la réhabilitation des infrastructures culturelles comme le centre culturel Garba Loga et le musée régional, ainsi que l'embellissement des ronds-points de la ville de Dosso, mais aussi la construction de la cité de la Renaissance, une cité grandeur nature qui fait désormais la fierté des Dossolais. Et c'est plus de 30 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans la seule région de Dosso par l'État. 2014 aurait également été l'année des projets de construction d'infrastructures comme les 4 nouvelles universités dans les régions de Tillabéri, Maradi, Agadez et Tawa, et les logements sociaux. On notera aussi que c'est en 2014 que furent lancés les travaux de construction du complexe charbonnier de Salkadamna. Les travaux de nombreuses infrastructures routières, sociales, industrielles ont ainsi été lancés en 2014 et l'épilogue des travaux est prévu pour 2015. Les citoyens espèrent que tous ces travaux auront un suivi régulier de la part des autorités afin que ces projets déjà lancés soient exécutés dans les délais prévus. Vous venez là de suivre le bilan politique et infrastructure 2014. Pour les autres secteurs, vous les suivrez pas à pas au cours de nos éditions. Jeunesse et engagement politique, les enjeux d'une relève responsable, c'est donc le thème du thé-débat organisé hier par l'organisation des jeunes Tareya de l'arrondissement communal Niamey-4. Et c'est le député Assoumana Malam Issa qui a animé ce thé-débat. Vous suivrez donc en partie magazine de ce journal l'intégralité de la conférence qu'il a animée. Rendez-vous donc en fin d'édition. Les militants de la formation politique UDR Tabat du quartier cité Olani ont organisé hier après-midi un meeting. Objectif, soutenir le président de la coordination de l'arrondissement communal Niamey 4. Compte rendu Murtala Zoubairou, Bourema Issoufou. Ce grand meeting des militantes et militants de l'Union pour la démocratie et la République, UDR Tabat, placé sous la présidence du président de la coordination de l'arrondissement communal Niamey 4, a pour objectif présenter les membres du bureau mis en place, mais aussi de soutenir le président de cette coordination pour son combat politique. Le président du conseil local de la cité Olani a ainsi relevé les différentes actions menées par Abdoulaye Garba au profit des populations de ce quartier. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Abdoulaye Garba, soucieux du bien-être de la population du quartier, a eu à poser des actes concrets, tels que l'extension du réseau électrique, le soutien des candidats aux différents examens BEPC BAC pour l'organisation, le paiement des cours supplémentaires, le renforcement des capacités des groupements féminins et tant d'autres. Le président du conseil local est par la suite revenu sur les ambitions de cet homme. Et dans son programme ambitieux, M. Abdoulaye Garba projette de remblayer les différentes voies difficiles d'accès pendant la saison pluvieuse. L'extension du réseau d'eau en plaçant une borne fontaine à Kafikwara et continuer son programme engagé d'extension des réseaux électriques pour ne citer que cela.
Le vice-président du bureau exécutif national de l'UDR Tabat a appelé l'ensemble des militants à maintenir le cap et continuer le combat politique. Quand on entame une activité, il faut suivre ces activités de près. Sinon, si après un tel meeting, on s'assoit. Sinon, si après un tel meeting, on s'assoit, alors les actions vont mourir dans l'œuf. C'est pour ça que je leur demande vraiment d'être très assidus et périodiquement que le bureau se rencontre et que le bureau mobilise la population. Ce grand rassemblement vient démontrer le dévouement des militants du parti UDR Tabat de l'arrondissement communal Niamey 4 à leur président afin de faire rayonner les idéaux du parti. Politique, toujours avec la jeunesse PNDS Taria de Myria dans la région de Zender qui a organisé une cérémonie de soutien aux autorités de la 7e République. Une cérémonie sanctionnée par une déclaration ainsi qu'un témoignage de satisfaction décerné à l'honorable député Chouda Moussa Adamou Garba pour d'autres précisions. Profondément attaché à la cause du PNDS Taria, l'honorable député Chouda Maman a complètement changé la configuration politique du PNDS dans le département de Myria. Au fil du temps, l'homme a acquis toute l'estime et la considération des populations de cette localité, au-delà de celle de la région de Zender. Cela s'explique surtout, en outre, le charisme de l'homme, sa constante présence auprès des populations locales, mais aussi son dynamisme dans du programme de renaissance du président de la République, son Excellence Mamadou Issoufou. Un programme dont la région de Zender en général et le département de Myria ont beaucoup bénéficié. Entre autres, la route qui relie Zender-Myria. C'est justement en retour à tous ces engagements que l'honorable député possède aujourd'hui un soutien immense auprès des populations de Myria. Ce qui est d'ailleurs illustré par cette cérémonie organisée en ce jeudi 1er janvier 2015 par toute la jeunesse du département de Myria. Une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs responsables du parti au titre de la région de Zender et qui a été sanctionnée par une déclaration de soutien. L'événement qui nous réunit ici est sans nul doute de témoigner notre attachement aux idéaux de la Renaissance prônée par son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et son gouvernement à la tête duquel son Excellence Birji Rafini, Premier ministre chef du gouvernement. Vive la République du Niger, vive la section OJT de Myria, vive le bureau exécutif fédéral de Zender. Je vous remercie de votre énorme attention. Vu la réalisation du chemin de fer, vu la construction des milliers de classes en matériaux définitifs, vu la construction de deux échangeurs à Niamey, vu l'achat de 150 ambulances mises à la disposition des centres de santé du Niger, vu la mise en œuvre de l'initiative 3N, vu la distribution gratuite de la vente et la vente à prix modéré des céréales sur toute l'étendue du territoire national, vu la dotation en qualité et en quantité de fournitures et matériel au niveau des écoles, pour ne citer que cela, vu la garantie de la paix et la sécurité des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire. Apportons notre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, et à son gouvernement, à la tête duquel son Excellence Birji Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, pour les multiples efforts du développement socio-économique qu'il ne cesse d'apporter au grand bonheur de la population. Je trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. D'autre part, nous décernons des témoignages de satisfaction à l'endroit des personnalités ci appris. À l'honorable député Mamadou Chouda. Les carottes sont désormais cuites, comme dirait l'autre. Monsieur le Président de la République, sachez que désormais, le département de Myria vous est complètement acquis, au vu des efforts inlassables déployés par l'honorable député Mamadou Chouda. Le résultat est là, palpable. Toutes les couleurs des autres drapeaux des partis politiques laissent place à la couleur rouge du PNDS Taria et celle de l'emblème de notre cher pays, le Niger.
Les délégués du CPR Inganti de plusieurs pays d'Europe se sont réunis le jeudi 25 décembre 2014 à Louvain-la-Veuve en Belgique en vue de mettre en place un comité exécutif provisoire de la délégation européenne du dit parti et rendre publique une déclaration lue par Ibrahim Garba, coordinateur de la délégation Europe CPR Inganti. Vous demandez une pensée à l'endroit du camarade président Kassoum Mohamed Mokhtar, placé en mandat de dépôt à la prison civile de Colombe. Camarades militants et sympathisants du CPR Inganti, chers invités, depuis presque un quart de siècle, notre peuple, par un énorme sacrifice, s'est tracé la voie par laquelle il désire être gouverné. En effet, grâce à ce sacrifice est née, sinon émergée, une nouvelle classe politique qui s'est donnée comme ambition d'œuvrer pour un ancrage de jeu démocratique. C'est donc avec autant d'enthousiasme que d'espoir que les Nigériens et Nigériennes ont accueilli l'avènement de cette nouvelle idée de la société où la justice et l'égalité entre les citoyens seront désormais les piliers de la République, abandonnant du fait le pouvoir absolu d'une hiérarchie institutionnalisée. La société dont les Nigériens ont tant souhaité est celle où la justice et le droit résultent d'une dialectique exclusivement humaine et doivent être conformes à ce que les hommes, dans leur grande majorité, en attendent. Ce caractère universaliste des principes républicains s'oppose à toute conception de la justice qui plongerait les citoyens dans l'émoi et à toute philosophie du droit qui conduit à l'inégalité. La société que nous avons tant souhaitée ne peut s'apparenter à une république jacobine. Nous n'avons aucune intention de récuser notre justice, à laquelle d'ailleurs nous faisons entièrement confiance. Nous demandons au président de la République, premier magistrat, garant de la Constitution, de veiller à ce que les probables extrémistes n'entament pas l'œuvre de construction nationale qu'il a entrepris et qu'il a besoin de toutes les filles et de tous les fils du pays pour conduire la locomotive nigérienne vers un avenir radieux. Le camarade Kassoum Mohamed Mokhtar l'a dit haut et fort que ces actions sont celles du président de la République. Nous ne devons désormais ménager aucun effort pour démasquer ces politiciens des circonstances et leur dire carrément que le leadership se mérite. Aucune manœuvre, aucune intimidation ne doit nous résumer au répit ou au recul. Ces choix, nous devons l'assumer et nous l'assumerons dans le seul intérêt de notre pays. De la musique avec le groupe de rap MDM Crew qui a animé ce matin une conférence de presse et ce en prélude au concert qu'il organise demain 3 janvier 2015. Objectif annoncer au public les couleurs du concert de vernissage de leur 3e album. Annoncer au public niamien les couleurs de leur concert prévu pour le 3 janvier 2015. C'est l'objectif de la conférence de presse animée par le groupe de rap MDM Crew, un concert de vernissage d'un album de 18 titres. MDM Crew est un groupe de rap hip-hop et de pop africain qui a été créé en 2002 et il est composé de 2 jeunes frères, à savoir Sœur Muslim qui est à ma gauche et Majesty Soul qui est à ma droite. De leur vrai nom, Suleiman Barké
et Zabairou Barké. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter le tout dernier nouveau-né de MDM Crew, qui est le Temple des Maîtres, un album composé de 17 titres plus un bonus track. Il faut dire que sur cet album, au départ, c'était 16 titres qui étaient prévus. Les artistes voulaient carrément supprimer quelques titres, mais quand même, on avait insisté pour qu'ils fassent cadeau de ce titre-là à leur public. L'esprit de ce concert, c'est de marquer à jamais la conscience des fans de MDM, de marquer à jamais la conscience des fans de MDM, à travers justement un show qui sera tout à fait inédit, un show où on va essayer de créer des choses, mais à partir de nos valeurs. Et si vous avez remarqué, déjà, je pense que les titres qui sont sortis annoncent un peu la couleur de l'album. Temple de Maître, c'est le nom de ce troisième album du groupe MDM Crew qui sera présenté aux fans demain 3 janvier 2015 à partir de 18h au palais du 29 juillet de Niamey. Et le temps a été donné par les artistes amis, le sponsor, le président du conseil de la jeunesse et MDM Crew. On invite tout le monde à effectuer massivement le déplacement demain, Inch'Allah, à 18h. Et on sera bien évidemment présent. Quand je dis on, je ne parle pas que des Crazy Girls, mais de tous les artistes. Et au nom de la direction générale et tout le personnel d'Airtel Niger, que je tiens à vous féliciter une fois encore pour la sortie de cet album. Et pour vous dire tout simplement que Airtel soutient la jeunesse. Airtel est fier de vous. Moi, je vous encourage en tant qu'artiste à faire du sérieux. Que ce soit Airtel, je sais qu'il y a aussi d'autres sponsors qui veulent aider les artistes, mais il faut que les artistes se donnent à fond. Et je souhaite que demain, que le ciel ne puisse pas tomber, puisque la dernière fois au concert d'Airtel, c'est eux qui étaient sur scène, ils chantaient le ciel, le mur est tombé, et puis c'est le ciel qui était tombé sur nous. Et puis, en tout cas, je souhaite que toute la population nigérienne, au-delà, que les autorités nigériennes viennent vous soutenir. Le mur est tombé, oh, oh, le mur est tombé. L'association nigérienne de basketteurs et sympathisants ABS a animé hier après-midi au stade municipal un point de presse objectif, relancer la promotion du basketball au Niger. Je vous propose de suivre un extrait de ce point de presse avec Moussa Djibo. Nous sommes réunis ici pour discuter d'un sujet qui nous tient tous à cœur, le basketball. Nous avons appelé cette conférence Vision Basket parce que nous souhaitons insuffler un nouvel élan au basketball nigérien. Et ce but ne peut être atteint sans la participation de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous constatons clairement que le basket des pays de la sous-région est plus visible et mieux développé que le nôtre. Cet état de fait doit nous interpeller, car nos anciens ici présents ont connu des époques où c'était eux la référence du basketball sous-régional. Mes très chers invités, posons-nous la question suivante. Allons-nous continuer dans la même situation? Il est évident que la réponse est non. Une vraie éthique du travail s'impose à nous tous. Oublions les problèmes entre un tel et un tel. Taisons nos égos. Penchons-nous objectivement pour trouver des solutions pour la bonne marche du basket nigérien. Vous n'êtes pas sans savoir que les compétitions sont partie des choses qui nous manquent le plus dans le milieu. Commençons par ici parce que le nombre de matchs que nous jouons par an est vraiment très minime par rapport au niveau auquel on devait être. Je parle de niveau, au niveau déjà communal et régional, on joue trop peu de matchs. Ça fait longtemps qu'on ne joue plus de matchs internationaux. Ça aussi, c'est très important. L'autre point aussi, c'est maintenant le problème des licences et les frais de transfert. Et on a aussi le problème de formation des officiels, et plus particulièrement les arbitres, et leurs moyens de motivation. On leur demande énormément, ils font trop d'efforts, c'est vrai, ils ne sont pas bien formés, ils sont très très mal motivés. Et formation des clubs pour la mise des normes et règlements FIBA. Et puis, comme annoncé, nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal consacré
À la conférence débat animée hier par le député Assoumana Malam Issa, au débat organisé par l'organisation des jeunes Tareya de l'arrondissement communal Niamey 4 sous le thème Jeunesse et engagement politique, les enjeux d'une relève responsable. Sur ce, je vous souhaite une très bonne réception. Au revoir. Je n'avais pas hésité à accepter la proposition de la jeunesse de Niamey de venir provoquer ces échanges ce matin sur une thématique qui n'est ni dogmatique ni théorique, qui porte sur l'engagement de la jeunesse en politique. Ce sera pour nous l'occasion de voir quel pourrait être alors à travers cet engagement les enjeux d'une relève qui se veut responsable que nous pourrions assurer avec succès. Je vous propose, l'ordre suivant de ma brève présentation, qui ne durera peut-être pas 30 minutes, d'abord je vais rappeler pourquoi ces échanges. Ensuite, je vais dans la thématique en profondeur en essayant de voir avec vous de quel engagement il s'agit. Ensuite, pourquoi s'engager en politique? Et troisièmement, comment réussir dans l'engagement politique avant, bien entendu, de conclure. D'abord, les raisons de cette conférence qui s'adresse principalement à la jeunesse, mais qui pourrait être faite à tous ceux qui sont intéressés par la vie de la nation. Le premier motif est le rôle historique que les jeunes ont toujours joué dans les combats progressistes, dans les combats de libération, dans les combats sociaux tout court. Plus au Niger qu'ailleurs, la plupart d'entre vous, en tout cas, le savent, la jeunesse a été le fer de lance, surtout depuis l'avènement de la démocratie, à chaque fois que celle-ci a été menacée. Que la jeunesse a été au devant des combats de conquête du pouvoir à travers leur rôle dans les campagnes électorales. Et en Afrique, on a encore en mémoire le rôle que les jeunes ont joué dans la libération des peuples en Afrique du Sud. Et pourquoi pas ici à côté de nous et très récemment au Burkina Faso, où nous avons assisté à une mobilisation sans pareil dans cet État, en tout cas peut-être un peu plus qu'au moment de la révolution de 1984, des jeunes qui ont amené le président Blaise Compaoré à s'enfuir. Plus pacifiquement, les Nigériens ont encore en mémoire le rôle que les jeunes ont joué lors de la conférence nationale en 1991, où la plupart des grands débatteurs entre griffes étaient des jeunes de l'USN et des jeunes de l'USTN qui étaient regroupés au sein des corporations sociales et des corporations politiques. La deuxième raison, c'est l'importance numérique de la jeunesse dans nos pays. Au Niger, près de 65% de la population est constituée de jeunes. Cela est extrêmement illustratif de notre importance et du rôle que nous devrons jouer dans le développement économique de notre pays, dans le développement de notre pays tout court. Ils laissent le terrain à des médiocres qui deviennent maires, qui deviennent ministres, qui deviennent députés, qui deviennent présidents même de la République dans certaines circonstances. Alors qu'eux, ils ont démissionné. Alors qu'eux, ils pouvaient faire leur travail professionnel et faire un engagement politique rationnel et être en face de leurs responsabilités sociales. Essayez d'intensifier, si vous voulez réussir, votre engagement politique. D'abord, il faut cultiver un certain nombre de valeurs. Il faut cultiver un certain nombre de valeurs que tout le monde connaît. La patience. Tout à l'heure, je disais l'impatience. Maintenant, je dis la patience. Je dis l'abnégation. Ça veut dire le fait d'être toujours ambitieux, de croire toujours que ça va aller, de ne jamais baisser les bras. Vous avez l'assiduité. Tout à l'heure, j'ai dit que quand vous êtes à une réunion aujourd'hui, demain, vous n'êtes pas à une réunion. Ça, ce n'est pas de l'assiduité.
Il faut être à toutes les activités tant que votre calendrier vous permet de le faire. Il ne faut jamais vous dire que vous êtes fatigué. Parce que d'abord, la première des choses que les partis politiques, que ce soit à travers des activités comme ça ou à travers les meetings, c'est toujours de la formation. Votre ambition doit être, je dirais, à la hauteur ou à la limite de vos moyens. Et quand vous vous donnez une vision, vous respectez des valeurs, vous fixez des objectifs, vous imaginez quels moyens vous pouvez mobiliser en votre faveur, il est évident que vous pouvez réussir à votre engagement politique. Tous les leaders du PNDS qui sont là aujourd'hui, à la tête du parti, à la tête de l'État, cumulativement à la tête du parti, à la tête de l'État, c'est des gens qui avaient commencé dans la clandestinité. Ils étaient cachés dans des écoles, dans des salles, dans des maisons pour faire des réunions avant que la démocratie n'arrive au Niger. Quand la démocratie est arrivée, ils ont continué ensemble. La politique est un passage obligé de tous citoyens. C'est un devoir, c'est un droit. Nous devrons nous engager, nous devrons nous tracer des lignes de conduite, nous devrons adhérer aux partis politiques.